tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, on va faire une petite recette ultra simple et très rafraîchissante. Une recette qu'on pourrait appeler du chèvre vegan, dans cette texture si particulière qu'ont les petites bûches ou les petits crottins de chèvre. Comme vous l'aurez peut-être deviné, comme la plupart des fromages végétaux, on va utiliser donc des noix, c'est-à-dire des noix de cajou. Vous pouvez le faire avec d'autres noix bien sûr, sachant que aussi bien pour le goût, pour sa propriété qui devient crémeuse une fois que la noix a été ramollie, c'est souvent celle qui est le premier choix pour la réalisation de fromages végétaux. Donc tout de suite c'est parti pour une petite recette de fromage vegan bien sympathique qui peut aussi bien légèrement fondre sur un toast, une pizza ou bien se déguster frais avec des petits crackers devant Netflix. C'est parti! Pour la liste des ingrédients, c'est très simple. Vous aurez besoin donc de noix de cajou, sachant que vous pouvez quand même faire un mix par exemple avec des noix de cajou et des pignons de pain ou une autre noix que vous aimez. Mais les pignons de pain, sachant que c'est assez cher, c'est vrai que j'en prends pas forcément souvent. Donc des noix de cajou, on essaie de les prendre crues au rayon s'ouvrant, vous savez, avec les petites tirettes pour le vrac. Donc maintenant on trouve ce genre de noix de cajou à peu près dans n'importe quel magasin. Vous aurez besoin également d'un petit peu d'agar-agar en poudre, ce qui va nous aider à avoir la bonne texture, juste ce qu'il faut d'assez solidifié. Pour le goût, on aura bien sûr de la levure maltée. Ici, j'ai une petite poudre qui s'appelle du lactic acid powder. Ça n'a rien à voir avec le lait, c'est vegan friendly. C'est acheté voilà, sur un site qui vend plein de petits aides culinaires, etc. Donc voilà, il faut bien vérifier que c'est vegan. Je vous mettrai un petit lien dans la description si ça vous intéresse. C'est voilà, cette petite poudre qui donne vraiment un goût un petit peu, comment dire, un petit peu sûr comme le goût qu'on peut retrouver dans justement les fromages à base de lait, etc. Donc ce n'est pas du tout obligatoire, c'est facultatif. C'est moi qui, à force de bidouiller, a pris quelques petits ingrédients supplémentaires. Mais si vous n'avez pas ce genre de choses chez vous, et c'est bien normal, j'en conviens, vous pouvez mettre à la place un petit peu de vinaigre de vin blanc ou vinaigre de cidre pour aussi avoir cette petite acidité en bouche, très légère bien sûr, à doser avec les autres éléments. On prendra aussi un petit peu d'huile de coco désodorisée donc qui n'a pas le goût ni l'odeur de coco, et un petit peu de poudre d'ail et de poudre d'oignon. Encore une fois, c'est facultatif, ça peut aussi participer à ajouter un petit goût sympa. Enfin, on aura besoin de lait de coco. Prenez le lait de coco qui se trouve souvent dans les rayons un peu du monde, les rayons asiatiques, parce que dans ces boîtes de conserve, même si c'est du lait de coco et que ça va rester liquide, vous aurez en général 40 à 50% d'extrait de coco. Donc ça s'approche du full fat coconut milk. Contrairement aux rayons lait végétaux où souvent quand on cherche du lait de coco, en général ça n'accède pas les 5 à 6%, donc c'est vraiment très faible en coco, et nous on veut justement ce côté un petit peu gras, et c'est vrai qu'il y a vraiment ce lait là qui va apporter cette onctuosité qui est caractéristique aussi des fromages de chèvre. Donc là on a un petit peu fait le tour. Je vais vous montrer aussi comment faire des petites déclinaisons. Par exemple, si vous avez dans votre frigo un petit peu de tomates séchées ou un petit peu de ciboulette ou quelques noix que vous pourriez concasser, vous pouvez facilement rouler vos petits crottins et faire des petites déclinaisons avec voilà, des morceaux de figues séchées, des morceaux de tomates séchées, ou faire des bouchées. Enfin bref, tout ça, ça se décline assez bien. Et pour faire des petites tapas comme ça pour l'été, je pense que c'est vraiment visé juste. La première chose à faire est de faire bouillir les noix pendant environ 10-15 minutes. Ensuite, on les laissera reposer dans cette eau encore chaude pour vraiment les ramollir et quand on les mixe, avoir cette texture ultra crémeuse. Si vous avez un blender maintenant qui est très haute puissance, le genre de blender qui vaut un rein ou un poumon, non je rigole, mais ce genre de blender voilà, qui mixe vraiment très fort, vous n'êtes pas forcément obligé de passer par cette étape, ou vous pouvez même les faire tremper comme ça une petite heure avant juste dans de l'eau froide, ça ira. Mais voilà, la plupart des blenders classiques, pour avoir la texture la plus lisse possible, il est tout de même nécessaire soit de les faire tremper au minimum la veille, soit de les faire bouillir. Et il est notamment vrai que lorsque les noix sont bouillies, elles donnent vraiment une texture très onctueuse.
Pour plus d'efficacité avec votre blender, je vous recommande ensuite donc de laisser reposer les noix de cajou dans l'eau encore chaude pendant 10 minutes supplémentaires avant de les mixer. À l'issue de ce temps, vous les égouttez bien et on va pouvoir les mettre donc dans notre bol de mixeur et ajouter une première partie des ingrédients. Donc dans la cuve du blender, on met nos noix de cajou. Ensuite ici j'ai fait fondre donc 40 g d'huile de coco désodorisée qui va nous permettre d'avoir une super fonte au cas où vous voulez faire par exemple des petits crottins poêlés ou que vous voulez mettre des rondelles sur une quiche aux épinards ou voilà. Qu'importe ce que vous voulez faire, pour la chauffe, quand on fait du fromage végétal, en général l'huile de coco désodorisée c'est vraiment le top, d'autant plus que ça favorise aussi la solidification une fois qu'on placera le fromage au froid. Maintenant, on va mettre tout ce qui est assaisonnement. Donc moi je vais mettre un petit peu de poudre d'ail, un petit peu également de poudre d'oignon ou de poudre d'échalote. C'est toujours facultatif, mais ça participe à avoir un petit goût aussi élaboré et qui rappelle des notes fromagères. Surtout, on n'oublie pas le sel car les fromages sont de toute façon naturellement salés. Donc je préconise environ une demi-cuillère à café de sel, sachant qu'une fois que vous aurez mixé, vous pouvez toujours goûter votre mélange et ajuster l'acidité, le salé, etc. Pour la levure de bière, on peut en ajouter un petit peu plus ou un petit peu moins. Ça c'est vraiment aussi selon les goûts et aussi selon les marques que vous allez prendre. Certains ont des goûts un peu plus prononcés que d'autres. Moi je prends celle qui est de gerblé dans le rayon bio du supermarché d'à côté. Déjà parce qu'elle coûte voilà, 1,40 € ou quelque chose comme ça, elle est vraiment pas très chère et c'est un petit peu pratique aussi dans l'emballage carton, voilà, de pouvoir en verser. J'en mets sur à peu près toutes mes pâtes ou parfois même de la salade, etc. Donc nous on aime assez bien ça. Je vais en mettre environ, voilà, 2 cuillères, on va dire à peu près, 2-3 petites cuillères. Ensuite, comme je vous ai parlé, donc pour le petit côté acidulé, moi donc j'ai cette petite poudre d'acide lactique vegan qui va donner cette petite acidité très caractéristique donc du coup des fromages, etc. Donc ça il ne faut pas en mettre beaucoup pour que ça se sente bien. C'est pareil, une pointe ou vraiment une demi-cuillère à café et on a quelque chose de vraiment très sympa. Donc pour remplacer ce genre de poudre, vous pouvez mettre donc du vinaigre de vin blanc, du vinaigre de cidre ou du jus de citron. Sachant qu'il en faudrait au moins 2 cuillères à soupe je dirais, parce que tout de même le fromage de chèvre ça a un petit côté acidulé justement. Aussi je vous en avais pas parlé parce que j'ai complètement oublié dans la description, un autre élément facultatif mais qui ajoute aussi pas mal de goût, j'en avais déjà parlé dans plein de vidéos, c'est les pâtes de miso. En général j'utilise les pâtes de miso brun pour faire des sortes de simili carne et les pâtes de miso blanc, donc en fait bon il n'est pas blanc, il est plus jaune, mais pour faire des fromages végétaux. Et là comme il m'en restait dans mon frigo, voilà je me suis dit que c'était vraiment la bonne occasion. Ça a justement cette note de caractère qu'on recherche dans les fromages, il n'y a pas besoin d'en ajouter beaucoup, mais je trouve que c'est un vrai plus. Enfin, il est possible d'ajouter une petite goutte de sirop d'agave pour contrebalancer et atteindre cette fameuse note de l'umami. Et on aura fini cette base aromatique pour notre fromage. Alors bien entendu, ça ce n'est qu'un premier mixage. Et après, il faut goûter pour l'accommoder à vos goûts. Les goûts et les couleurs, comme on dit, ça ne se discute pas. Si vous aimez les choses un peu plus salées, un petit peu moins sucrées ou un petit peu plus vinaigrées, etc., etc. Moi, je vous donne les éléments et ce qui semble parfaitement me correspondre. Mais c'est aussi à vous de faire cette petite recherche pour tatillonner au milieu de ce que vous aimez au niveau des papilles. Donc, je vais mixer tout ça une première fois et ensuite on va ajouter le lait de coco. Lors de ce premier mixage, on obtient cette texture qui est, ma foi, compacte, bien mixée, mais encore quelque peu grainy, vous voyez, légèrement granuleuse. On n'a pas encore quelque chose de tout à fait crémeux. En réalité, selon les choses que vous attendez de ce fromage, on pourrait presque s'arrêter ici. Moi, c'est vrai que je vais rechercher plutôt le crémeux.
aussi ce côté un petit peu onctueux avec la fonte sur un toast, etc. C'est quelque chose qui est assez important pour moi. Mais si vous vous sentez à l'aise avec cette texture, vous n'êtes pas forcément obligé de poursuivre la recette. D'autant plus que ici, une fois que vous avez tout simplement lavé vos mains, il est tout à fait possible de former vous-même des petits palets par exemple, ou des petites formes sans trop avoir à se prendre la tête. Moi je vais ajouter donc le lait de coco justement pour ajouter vraiment ce crémeux parce que j'aimerais me rapprocher plus de l'effet un petit peu de la bûche qui est un petit peu crémeuse et onctueuse que du crottin qui est un petit peu plus dur et dense. Quoi qu'il arrive, ceci est un ajustement. Maintenant que ce premier mixage est fait, vous devez impérativement goûter pour savoir s'il y a un petit quelque chose à rajouter. Ne serait-ce qu'un peu de sel ou un peu de levure maltée. Une fois que vous êtes sûr de votre assaisonnement, vous pouvez ajouter le lait de coco en conserve. On va en ajouter 200 ml, ça va permettre au mixage de vraiment avoir quelque chose de ultra smooth et onctueux. Bien sûr, vous n'hésitez pas à bien secouer avant ouverture. Et hop, donc c'est parti pour un second mixage. Après le deuxième mixage, vous obtenez cette texture qui est maintenant beaucoup plus souple et beaucoup plus lisse, alors que nous n'avons même pas encore ajouté le mélange d'eau et d'agar-agar. Pour ceux qui s'inquiéteraient éventuellement quant à l'ajout de lait de coco, je comprends votre inquiétude, mais ne vous inquiétez pas. Premièrement, ce qui a le plus en général le goût de coco, c'est bien l'huile. Donc c'est pour ça qu'il est important de prendre de l'huile désodorisée. Deuxièmement, quand vous allez ajouter donc votre vinaigre par exemple, votre levure de bière, de la poudre d'ail séché ou de la pâte de miso, ce goût de coco devient imperceptible car cet assaisonnement contient des éléments assez forts pour les masquer. C'est un peu le même principe quand on fait par exemple des gâteaux avec de la poudre de cacao et qu'on mélange des choses comme des courgettes, de l'aubergine, du pois chiche et qu'on essaye d'en faire manger à des gens qui ne peuvent plus deviner du coup le goût de ce légume. Ici vous ne retrouverez pas le goût de coco, mais bien sûr vous avez besoin quand même d'ajouter des assaisonnements qui seront un petit peu plus forts que du sel ou du poivre. D'où l'importance de vérifier et d'ajuster. Donc maintenant on va juste activer notre agar-agar à part avec un petit peu d'eau dans une casserole, ce qui va permettre de lier le tout et de pouvoir lui donner la forme qu'on veut au frigo. Dans n'importe quel moule, vous pouvez prendre un verre, une caissette à muffins, un petit tupperware, une tasse à café, ce que vous avez sous la main. Néanmoins, faites attention que ça puisse se démouler, soit avec un petit film de cellophane par exemple, ou en huilant légèrement vos moules. Donc maintenant, j'ai dilué ce petit sachet qui fait 4 grammes dans 120 ml d'eau. Sachant qu'on va amener ça à ébullition dans la casserole pour au moins, je dirais, 1 minute minimum. Car il faut que l'agar-agar soit activé par l'ébullition. Pensez à diluer la poudre avant de faire chauffer la casserole. Et ensuite, dès lors que vous commencez à faire chauffer, fouettez sans arrêt, même si vous avez l'impression que ça sert à rien de fouetter pour l'instant, parce que ça peut aller très vite. Surtout l'agar-agar qui a tendance à accrocher au fond des casseroles, etc. Donc fouettez constamment jusqu'à ce que l'ébullition arrive et ensuite maintenez pendant environ une petite minute. Donc on verse le gel obtenu dans le mélange pour arriver au dernier mixage. Votre fromage est maintenant complètement terminé et prêt à être moulé. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à transvaser tout dans des récipients, donc par exemple des petits verres allongés pour faire des bûches ou des petites boîtes pour faire des palets, des petits récipients de sauce ou anciennement d'œufs à la coque pour faire des petits crottins, etc., etc. Faites comme vous pouvez, comme vous avez. Juste n'oubliez pas de mettre un petit film. C'est toujours un petit peu plus pratique pour démouler. Donc pour la suite, on met ces préparations au frigo tout simplement. Maintenant, il y a aussi une dernière solution. Si vous avez l'impression que l'opération moule est un petit peu trop délicate ou que vous n'avez pas du tout de récipient chez vous, vous pouvez attendre un petit peu
que la préparation, même à température ambiante, prenne un petit peu de consistance et commence déjà à se solidifier. Bon, bien sûr que ça reste encore malléable, mais qu'on ait moins cet aspect de crème liquide et qu'on ait quelque chose qui puisse relativement se rouler, se mouler dans du papier parchemin. Donc là, par exemple, pour faire, admettons, 2 mini bûchettes, vous pouvez faire une petite croûte avec différentes ambiances. Moi, par exemple, pour faire mes 2 dernières petites mini bûchettes, je vais faire une croûte avec de la poudre de noisette que j'ai concassée. Il faut bien l'étaler. Il y a bien sûr bien d'autres façons de faire des croûtes. Ceux aux herbes fraîches sont super bonnes. Ciboulette, persil du jardin, enfin tout ça, ça marche très bien. Mais aussi des fruits secs, cranberry, figues séchées, etc. coupés en petits morceaux. C'est très sympa. Mais vous pouvez aussi en incorporer dedans. Comme par exemple ici, j'ai pris un petit peu de tomates séchées. Je vais faire une couverture avec des mix d'herbes de Provence. Ça c'est mix italien. Donc c'est un peu pareil, des poivrons séchés, de l'origan, etc. Et quand j'aurai fait déjà ma première petite bûchette, je mettrai un petit peu de morceaux de tomates séchées coupés très finement dans le dernier mélange pour avoir cet intérieur un petit peu customisé. Vous pouvez comme ça vous faire différents styles et vous éclater avec des variantes. Ce qui est sympa aussi, bon alors ça apportera pas forcément quelque chose de transcendant au niveau du goût, mais au niveau visuel, si vous voulez faire un trompe-l'œil, vous pouvez faire une couverture avec du charbon actif. Souvent on en a dans nos placards pour les mal de ventre ou ce genre de choses, ou même en complément alimentaire. Et vous pouvez casser quelques capsules pour avoir cette couverture un petit peu cendrée, caractéristique de certaines bûches de chèvre. Donc c'est parti! Une fois que vos petits crottins ont complètement refroidi au frigo, vous avez ces petites choses succulentes qui peuvent se tartiner, se fondre, qui peuvent se déguster froid sur des petits toasts grillés. Réaliser ces petits plateaux de fromage, c'est un jeu d'enfant. La texture est crémeuse, parfaite. On n'a pas quelque chose de compact. Et avec tous les assaisonnements et les graines, on peut vraiment varier les plaisirs à l'infini. Je vous laisse décider. Quant à nous, on va se faire un petit plateau de fromage devant la télé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à partager cette vidéo, à laisser un petit like si jamais vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Home Kitchen.